Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette 25e édition du Prix Ado d'Ille-et-Vilaine. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette édition un petit peu particulière puisqu'elle est réalisée à distance. Mais elle est bien réelle et j'ai le plaisir d'être en compagnie de trois autrices que je vais vous présenter dans quelques instants. Auparavant, j'aimerais rappeler que cette rencontre a été rendue possible par nos partenaires, donc la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, le réseau des bibliothèques de la ville de Rennes, le réseau Canopé et la librairie La Courte Échelle de Rennes. Et donc, cette année, nous sommes en compagnie de trois autrices. Il s'agit de Florence Tinard, Marie Pavlenko et Aurore Gomez. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci de vous prêter à ce jeu d'une rencontre numérique, mais je le rappelle, bien réelle. Donc, nous allons avoir ensemble des échanges au sujet de vos ouvrages qui sont tous les trois en lice pour ce prix Ado 2019-2020, donc organisé par les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Euh, les questions que je vais vous poser dans quelques instants sont les questions de plusieurs collèges qui ont participé et qui vous les ont envoyées. Donc, je vais quand même je vais donner leur nom pour que vous sachiez, que vous ayez l'éventail de ces collèges d'Ille-et-Vilaine qui se sont adressés à vous. Donc, il y a le collège Pierre-Olivier Malherbe de Châteaubourg, le collège Jacques Prévert de Romillet, le collège Noël Dufay de Guichen, le collège Saint-Yves de Mordel, le collège de Roquebleu de Saint-Georges de Rétambeau, le collège Théophile Briand de Tinténiac et enfin le collège Amand-Brionne de Saint-Aubin d'Aubigné. Voilà, donc tous les élèves, tous les ados qui vous ont posé des questions viennent de l'un ou l'autre de ces collèges. Alors, je vais dans un premier temps rappeler brièvement le parcours de chacune de vous et ensuite nous échangerons directement sur le métier d'écrivaine qui est le vôtre, mais également sur vos livres bien plus précisément. Je commence avec vous, Aurore Gomez. Vous êtes passionnée de littérature jeunesse, vous enseignez le français et j'ai lu que c'est après avoir lu en particulier un ouvrage de Cheryl Strayed et de Maggie Stiefvater, j'écorche leur nom, excusez-moi, que vous avez décidé à votre tour de vous lancer et d'écrire un roman d'aventure. Et ainsi est né L'espoir sous nos semelles qui a paru aux éditions Magnard. Et je précise que vous avez que vous avez écrit un second roman, Où le loup demeure, qui paraîtra en septembre prochain, toujours chez ce même éditeur. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, Marie Pavlenko, vous avez pas mal voyagé, vous avez vécu un an en Jordanie, puis vous vous êtes tourné vers le journalisme en presse écrite. Vous avez écrit des scénarios télé, cinéma, bande dessinée, des romans pour jeunes adultes, Je suis ton soleil et aujourd'hui Ainsi petit oiseau dont nous allons parler. Également La fille sortilège, le livre de Saskia qui est une trilogie et des romans comme Zombies Arby, Awinita, ou alors en littérature générale, pour ne pas dire adulte peut-être, La mort est une femme comme les autres. Vous habitez en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, où vous vous consacrez à l'écriture de vos romans, pour petits et grands. Et je précise que vous étudiez l'ornithologie. Voilà, on y reviendra certainement. Et enfin, Florence Tinard, bonjour. Vous êtes née à Royan, sur l'Atlantique, et je crois que cette précision a de l'importance pour vous. Vous avez vous avez obtenu plus tard un diplôme de journaliste, vous aussi journaliste, comme Marie Pavlenko. Vous avez été rédactrice en chef de l'hebdomadaire Les Clés de l'actualité qui paraissait chez Milan Presse. Vous avez ensuite publié de nombreux documentaires comme Les Clés de l'info, Les 1000 mots de l'information, de l'info ou Les mondes rebelles junior. Et vous publiez votre premier roman en 2003. Il s'agit d'une gauloise dans le garage à vélo. Il sera suivi d'un boulot d'enfer, Encore heureux qu'il ait fait beau, Cavalcade ou une série, la série Totem. Vous avez publié également Le gang des vieux schnocks, le livre donc en lice pour ce prix ado, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et cette année, vous publiez également un ouvrage
un roman de science-fiction positif, voilà, qui vient de paraître. Voilà, les présentations étant faites, je vous demande juste de me préciser l'une et l'autre d'où vous nous écrivez, d'où vous nous parlez, non pas écrire, mais parler, au moment où nous enregistrons cette vidéo, juste pour se rendre compte de l'éventail géographique. Alors, Florence, je suis avec vous. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle d'un petit hameau très reculé, tout près des Pyrénées, dans la campagne, au milieu des vaches et des arbres. Jolie situation et vous êtes très bien environné de livres. Aurore Gomez, je crois que vous êtes vous aussi dans le sud. Alors oui, moi je suis dans la Drôme et je suis aussi dans la campagne. Très bien. Marie Pavlenko, environnement plus urbain? Oui, un petit peu plus de béton chez moi. Je suis à Montreuil, dans ma maison en Seine-Saint-Denis. D'accord, très bien. Eh bien, les présentations géographiques étant également faites, je vous propose d'engager dès à présent les questions des ados qui se sont adressés à vous, avec deux parties principales. Tout d'abord, une partie commune sur le métier d'écrivaine, d'autrice, puisqu'il y a beaucoup de questions qui s'adressent à toutes les trois. Et là, je vous laisserai le libre choix de, voilà, s'il y en a une qui veut répondre de façon plus approfondie, et puis si les autres sont d'accord, on pourra passer à la question suivante. Et puis ensuite, nous aurons une série de questions où là, je m'adresserai plus spécifiquement à chacune d'entre vous, puisqu'il s'agira d'entrer dans le vif du sujet de vos romans. Alors, tout d'abord, sur le métier d'écrivaine, une série de questions de la part du Collège Malherbe, du Collège de Roquebleu et de Lucas du Collège de Jacques Prévert. En gros, comment devient-on autrice? Existe-t-il un déclic? Quelles études avez-vous faites pour devenir autrice? Et étiez-vous de bonnes élèves? Oui, je vous ai à l'écran. Est-ce que vous souhaitez ouvrir la série de réponses à ces questions? Ouais, c'est ça, j'ai pas bien entendu. Euh, je pense que tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent au livre. Euh, Moi, mon parcours, il est extrêmement classique, pas très. J'ai fait des études de lettres. Oui, j'étais une bonne élève, très appliquée. Je voulais faire plaisir à mon papa et à ma maman, donc voilà, je travaillais bien. Euh, donc j'ai eu un DEA de lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle et ensuite j'ai fait des études de journalisme. Et puis je suis venue au journalisme. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que j'avais envie de fiction. Je pense que pour écrire, il faut lire, en fait. Il faut être lecteur, il faut avoir envie de nouer ou de renouer avec ce qu'on ressent en tant que lecteur, parce qu'écrire, c'est un petit peu pareil. Mais je crois qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. On n'est pas aux États-Unis ici et on n'a pas de cours pour apprendre à écrire, en fait. Enfin, ou très peu, en tout cas. D'accord. Mais je retiens que lorsque l'un des ados vous demande s'il existe un déclic, vous avez eu ce besoin de fiction qui vous a mené de l'écriture et du journalisme à celle de romans. Florence Tinard, vous aussi, vous avez eu un parcours en presse avant de venir, après plusieurs ouvrages hein, à l'écriture de romans. Est-ce que vous parleriez aussi, vous, de déclic? Je parlerai aussi de désir de fiction, ça c'est sûr. Le métier de journaliste permet pas la fiction. On est censé rendre compte du monde réel le mieux qu'on peut. Et il y avait cette envie pressante à l'intérieur de moi de raconter des histoires et de retrouver cette liberté d'imaginer et de faire ce que je voulais à mes personnages et ne pas me contraindre à respecter le monde réel. Et ça a été très puissant, effectivement, ce désir de liberté, en fait. Un désir de liberté, c'est joliment dit. Aurore Gomez, alors j'imagine que vous étiez forcément une bonne élève puisque vous enseignez le français aujourd'hui, mais plus précisément, voilà, comment devient-on romancière, autrice? Là aussi, la question du déclic est-elle pertinente vous concernant? Alors oui, je baigne dans la littérature jeunesse parce que je suis professeure en collège. Oui. Et dans la ville où j'enseigne, il y a un grand prix littéraire. Donc en fait, ça fait 13 ans que je rencontre des auteurs et que je vais dans le salon à côté de chez moi. Ça fait aussi longtemps que j'aime écrire et clairement, alors
ce besoin de fiction, cette envie de raconter ses propres histoires était ancré depuis un petit moment et ça m'a vraiment donné envie enfin, voilà, de passer de l'autre côté et d'écrire à mon tour. Très bien. Alors, le Collège Malherbe vous demande si écrire, je pense que la distinction est importante, si écrire est une passion ou un métier, et vous demande également si vous avez un autre métier, mais ça, vous avez pu y répondre déjà les unes et les autres. Et donc, écrire une passion ou un métier, et vit-on de ces livres? Alors, Moi, allez, je peux commencer. En fait, c'est mon premier livre, donc je n'en dis pas. Je suis vraiment prof de français à 100% pour l'instant et l'écriture vient après. Donc voilà, j'aimerais bien que l'écriture prenne plus de place au fur et à mesure. Mais pour l'instant, clairement, j'en vis pas. Mais c'est une super aventure. Passion. Et c'est une passion. Oui, c'est une passion. Marie? Alors non, moi je considère que c'est mon métier et je pense que c'est extrêmement important enfin, je crois que c'est important parce qu'on a toute une, comment dire, les artistes auteurs et les écrivaines et les écrivains, c'est bien qu'ils aient un statut. Euh, donc moi c'est mon métier, je ne fais rien d'autre et j'ai publié plus de 15 ouvrages, donc oui là j'en vis. Je ne dis pas que j'habite une villa de 500 mètres carrés avec vue sur la mer, mais c'est mon métier. Très bien. Et vous, Florence? alors moi, je suis la plus âgée en fait, et donc j'ai commencé il y a peut-être plus longtemps, et donc j'en suis plutôt à presque une quarantaine d'ouvrages avec des documentaires et des romans. Et en fait, les documentaires m'ont permis de survivre parce que c'est quand même un métier où on est très très mal payé. Et je voudrais quand même rajouter, parce que j'ai peut-être un parcours un peu différent, c'est que moi j'étais une très mauvaise élève. Je suis le cancre de la bande et j'ai redoublé 2 fois, ma seconde, ma troisième. Donc mes parents à un moment pensaient que j'étais un cas désespéré et puis je me suis rétablie en fait quand j'ai commencé à faire ce que j'aimais faire, quand j'ai fini par avoir mon bac et à m'inscrire en fac et là j'ai pu choisir ce que j'aimais faire et je le dis souvent parce que c'est un message d'espoir pour tous les autres cancres, c'est que quand on aime, quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. Mais oui, mais c'est important effectivement de le dire. Et, malgré ces deux redoublements qui ont valu quelques cheveux blancs à vos parents, dites-vous sur votre site. C'était dit avec beaucoup d'humour. Et est-ce que justement, pour en rester à cette notion de passion, d'aimer ce qu'on aime faire, est-ce que enfant, vous imaginez ou vous saviez peut-être que vous deveniez autrice à l'âge adulte? Ça, c'est une question qui vous est posée par du collège Noël Dufay. Alors, avec vous, Florence, par exemple, est-ce que c'est un désir très, très ancien ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur la durée après, justement, vous êtes rentré à l'écriture journalistique, documentaire voilà. Ou est-ce que déjà, enfant, il y avait quelque chose? Non, enfant, il y avait un désir furieux de lire. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma jeunesse à lire des romans et à ne et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier roman à 38 ans, ce qui est quand même pas un âge très précoce. Jamais j'aurais imaginé que je pouvais passer ma vie à écrire des histoires. J'ai très longtemps à réaliser ça et j'encourage vivement les gens qui pensent qu'ils peuvent le faire, qui en ont le désir, à commencer beaucoup plus tôt. Marie ou Aurore qui souhaitent réagir vous avez des travaux chez vous. On va peut-être poser la question à Aurore le temps que la perceuse s'arrête. Moi, comme Florence, en fait, c'était surtout la lecture quand j'étais jeune. Je lisais énormément. Alors, j'aimais bien écrire parce que je tenais un journal intime, j'écrivais des poèmes, des petites choses comme ça, mais je me suis pas forcément envisagée comme autrice pour plus tard. Et c'est venu, enfin, ça s'est imposé au fur et à mesure. D'accord. Marie, est-ce que la perceuse vous laisse quelques répits? J'ai peut-être un petit créneau pour répondre.
Alors, moi, j'avais très envie d'écrire, en fait, quand j'étais petite, et j'ai écrit des histoires très tôt, à 7-8 ans. D'accord. Mais d'abord, je pensais que c'était pas possible parce que j'habitais dans une petite ville de province dans le nord de la France et que ça me paraissait un monde hors de portée. Je, Le fait d'habiter dans une petite ville, pour vous, c'était contradictoire avec ce que vous imaginiez de la vie d'écrivaine. Tous les écrivains étaient des gens que je lisais, c'était des gens qui étaient assez connus, donc je me figurais qu'il fallait quand même avoir une certaine, peut-être pas un réseau, mais enfin une notoriété, quelque chose, des contacts, des choses que moi, dans mon coin, à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, je n'envisageais pas. Il y D'accord. avait aussi une forte conscience quand même, parce que je suis comme, enfin j'étais comme Florence et Aurore, je lisais beaucoup, mais quand même, écrivain, c'était beaucoup des gens morts, donc c'était un peu compliqué. Ah, voilà la perceuse. Elle est peut-être pas d'accord avec vous. Est-ce que vous m'entendez quand je parle ou pas? Très bien. Et, et par ailleurs, je n'ai pas forcément été très encouragée, donc j'ai beaucoup écrit jusqu'à 15 ans, et après j'ai arrêté et j'ai repris après, en fait. D'accord. Très bien. Alors, toujours le collège Malherbe, mais aussi Florie du collège Noël du Fail, vous demande pourquoi vous écrivez pour les adolescents. Est-ce que selon vous, ce que vous écrivez est destiné seulement aux adolescents et est-ce que vous écrivez aussi pour les adultes? Alors vous, Marie, que j'ai à l'écran, je vois, enfin voilà, j'ai cité un roman adulte vous concernant, mais voilà, pourquoi écrivez-vous pour les adolescents et est-ce que c'est seulement pour les adolescents? Alors, je pense que rien, les livres n'ont ni sexe ni âge, donc bon, ça c'est. En revanche, bon, en France, on aime bien classer les gens et les livres aussi, et donc des livres ados ou jeunes adultes, c'est en réalité, il me semble, des livres. Enfin, je dis ça et bon, Florence montre que c'est pas totalement réduit à ça, mais c'est des livres qui mettent en scène des adolescents, c'est-à-dire en fait qui suivent le parcours. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Beaucoup de choses, mais je pense que l'adolescence est une des plus belles et plus difficiles périodes de la vie. Elle est notamment faite d'émotions furieuses. Dans une sinusoïde où on a des émotions très fortes et on est en construction dans une espèce d'instant un petit peu latent et vide entre l'enfance et l'adulte. On se cherche, on se construit et donc quel matériau extraordinaire. Voilà. Mhm. Aurore ou Florence qui souhaite réagir par rapport à ça sur la question de l'adolescence et de la destination de vos livres. Oh, moi, ah, je suis pas tout à fait d'accord avec Marie quand elle dit que c'est la période où on se construit. Et moi, c'est vraiment comme ça que je pense. J'imagine toujours mes personnages à la croisée des chemins, un peu en suspens, en attendant de faire des choix qui seraient quelque chose d'important pour plus tard. Et j'aime bien les réfléchir comme ça, mes personnages. Et je trouve que du coup, c'est un super moment parce qu'il y a, enfin, tout est ouvert. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est adulte, tout est fermé, loin de là, hein. Mais c'est beau ce temps où on s'invente, en fait. J'aime bien. D'accord. Merci. Et pour vous, Florence, alors vous avez notamment pour ce livre, Le gang des vieux schnocks, vous avez des adolescents un peu tardifs, on va dire, mais de façon, on viendra sur votre livre, mais de façon générale, voilà. Est-ce que vous estimez écrire uniquement pour les adolescents? Est-ce que ce n'est que pour les adolescents? Et voilà, comment cette question résonne-t-elle pour vous? Alors moi, j'écris ce qui me fait plaisir et ça m'amuse pas d'écrire pour les vieux, donc j'écris pour les jeunes. Je pense qu'on a à l'intérieur de soi une période qu'on emmène particulièrement Allô, créative. Florence, Et moi, excusez-moi, on ne oui. vous a pas bien entendu. On ne vous a pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, je disais que je pense qu'on emporte, on a à l'intérieur de soi, qu'au fur et à mesure de sa vie, des périodes où on est particulièrement actif et créatif et inventif. Et pour moi, c'était l'adolescence. Et je pense que c'est ça qui ressurgit, en fait. Mhm. Très bien. Alors, il y a une question qui a été posée par beaucoup d'ados, qui est celle de l'inspiration. Alors, peut-être qu'on va la poser de façon générale. Comment
où trouvez-vous l'inspiration et vos livres s'inspirent-ils de votre vécu, sachant qu'on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie sur vraiment l'inspiration liée à chaque roman qui est en présentation pour le prix Ado. Mais voilà, cette question de l'inspiration, elle vous est posée par le Collège Roquebleu, par Léna du Collège Amand-Brionne, par Chloé du Collège Saint-Yves. C'est une question qui est importante. Donc peut-être y répondre de façon générale avant qu'on en vienne plus spécifiquement sur vos romans. Je vous ai Aurore, enfin, je vais vous demander d'ouvrir. Alors, bah, pour moi, l'inspiration, c'est ce que je lis, alors c'est souvent au départ les livres, les films, les choses comme ça qui des fois me font naître des idées. Après, c'est aussi ce que je lis, ce que je vois, les choses perso. C'est une toile énorme en fait. Vous captez, voilà, vous avez un filet à papillon pour la vie et vous captez. Florence Tinard. Alors, moi, je vais faire la même réponse qu'Aurore, mais j'ai aussi appris, c'est quelque chose qui se travaille, j'ai envie de dire. En tout cas, cet énorme filet à papillon, on le tisse et on le manie exprès. C'est-à-dire que moi, derrière cette question, j'entends, est-ce que moi aussi, je peux être capteur de cette inspiration et je peux imaginer des histoires ou danser ou sculpter ou peindre ou je sais pas quoi, quelque chose qui relève de cette inspiration. Et je pense que tout le monde est susceptible d'être inspiré, de recevoir ce souffle-là qui vous fait inventer et créer des choses, mais que ça se travaille, c'est comme un sport. Moi, je travaille mon inspiration, je m'efforce d'avoir justement un grand filet à papillon bien solide, bien vaste, et je le travaille, voilà. D'accord, comme un muscle en fait, un filet à papillon et une inspiration qui se muscle, je dirais, au fil du temps. J'ai l'impression pour vous. J'apprends à la capter, voilà, de mieux en mieux. D'accord. Et pour vous, Marie? Je remets mon micro, j'espère que ma perceuse va pas trop. Alors, je suis extrêmement d'accord avec toutes les deux, mais surtout Florence. En fait, je dirais même, moi, je déteste ce mot d'inspiration. Je le trouve même dangereux parce qu'il sous-entendrait que certaines personnes sont touchées par la grâce divine et qu'elles ont l'inspiration et que d'autres ne l'ont pas. Donc, moi, je considère que l'inspiration, ça n'existe pas. Ce qui existe, et c'est beaucoup moins glamour, effectivement, le travail et ce que j'appelle la digestion. C'est-à-dire l'ouverture aux autres, à tout ce qui nous entoure, c'est les odeurs, c'est les bruits, c'est évidemment tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, et ça, on l'absorbe. Et puis, en fait, écrire et créer, c'est vomir tout ça à travers le filtre de qui on est à un moment donné. Donc, oui, je suis 100% d'accord avec Florence, c'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à voir, apprendre à écouter et ensuite travailler beaucoup, beaucoup pour retranscrire sa pensée parce que c'est très complexe en réalité. Alors, moi, j'aime bien ce mot d'inspiration. Je peux dire quelque chose? Je vous en prie. Moi, je trouve, j'adore ce mot, moi, d'inspiration. C'est parce que ça a ce côté souffle, et c'est vraiment le souffle de la vie qui rentre en nous et qu'on redonne au monde avec une histoire. Moi, j'adore ce mot d'inspiration. Pas le côté justement muse qui vient faire du pipeau dans ton oreille, mais voilà, ce souffle de vie qui balaye tout et on capte, et je trouve ça beau, moi. Mais on en a effectivement toute une variation à vous écouter et c'est vraiment très joli et passionnant de vous entendre parler de ce terme d'inspiration. Alors, j'ai une question qui est tout à fait d'actualité, mais que je trouve intéressante parce qu'elle est reliée à votre vie d'autrice, de romancière. Et c'est une question de Lucas du collège Jacques Prévert qui vous demande si, en tant qu'autrice, vous avez l'habitude de vivre en confinement. Alors, Florence, pardon, c'est vous que j'ai à l'écran. Donc, je vous passe le relais. C'est vrai que moi, j'ai pas paniqué quand il s'est agi de rester chez soi et de travailler chez soi, parce que c'est ce que je fais depuis 20 ans. Et bon, en plus,
J'avoue que j'ai un univers privilégié puisque j'ai choisi d'habiter à la campagne en grande partie et que donc je travaille chez moi, mais je travaille sous un arbre immense avec un paysage merveilleux devant moi. Donc je peux, voilà, j'ai presque honte de dire que oui, Profitez-en. Marie, pour vous, cette question du confinement, comment résonne-t-elle? Elle résonne très très fort parce que alors moi j'ai pas l'environnement de Florence et alors, je me considère alors pas confinée mais enfin j'ai besoin d'être très enfermée et en plus je ne sais pas écrire autre part que chez moi, ce qui est quand même un petit peu embêtant, donc j'arrive pas à écrire au café, dans les trains, tout ça, donc j'ai vraiment voilà, il faut que je sois à l'intérieur de mon petit cocon, sans personne qui m'embête, avec ma petite musique, mon thé, mes chats, etc. Oui, oui. Mais c'est donc effectivement une certaine habitude du confinement. Et pour vous, Aurore, comment est-ce qu'elle se traduit, cette question? Un peu comme pour Marie et Florence. Alors moi d'habitude je vais au collège, donc là le confinement c'était aussi un temps où je me suis dit j'aurais plus de temps pour écrire. C'était pas vraiment vrai parce que il a fallu faire beaucoup d'autres choses, mais mais j'aime bien. Moi j'aime être chez moi. Je suis aussi à la campagne. Enfin voilà, j'aime être dans mon bureau, écrire, etc. Donc c'était chouette. la différence en fait, c'est le fait que ce soit volontaire ou pas. Parce qu'il y a une grosse différence entre s'enfermer volontairement dans son cocon et être obligé d'y rester. C'est pas pareil. Il y a aussi que écrire, c'est pas seulement être devant son ordinateur, Oui. c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, absorber plein de choses. Et moi, en l'occurrence, par exemple, les parcs étaient fermés autour de chez moi, alors que j'ai l'habitude d'aller marcher un peu dans les bois, tout ça. Donc, il y avait quand même une contrainte très, très, très forte. Oui, oui, oui. Ce n'était pas un confinement habituel, mais justement, je trouvais que cette question de Lucas était vraiment pertinente dans la mesure où elle ouvrait sur la différence entre un confinement vécu, subi ou volontaire. Et puis, pour la préciser, cette question, il y a plusieurs questions de la part d'Aileen et d'Alex du collège Jacques Prévert, de Chloé du collège Saint-Yves ou de Méline du collège Amand-Brionne sur vos habitudes d'écriture. Donc, vous avez répondu en partie, hein, vous écrivez toutes plutôt chez vous. Ou comment, voilà, c'était la question, sur papier, sur ordinateur, et surtout la question du temps se posait. Quand écrivez-vous, à quel moment de la journée, de la semaine, en combien de temps par jour, par semaine, sur ce livre en particulier, combien de temps avez-vous mis à l'écrire? Et puis une question pour savoir si vous avez un scénario écrit à l'avance ou si vous écrivez au fur et à mesure. Voilà, donc sur toutes ces conditions de vie et de travail des écrivaines, que pouvez-vous nous répondre? Alors, Marie, c'est vous que j'ai à l'écran. Alors, j'ai déjà oublié le début de la question, c'est merveilleux. C'est une question générale sur vos conditions d'écriture. À la fois où, ça on y a déjà un peu répondu, vous écrivez chez vous, mais sur la question du temps, en combien de temps et combien de temps par jour, etc. Et puis, ordinateur ou papier, et puis est-ce que c'est un scénario écrit à l'avance ou... Alors, moi, j'ai pas du tout de scénario écrit à l'avance et je sais pas comment mon livre va se terminer, ni comment il va se dérouler. Et parfois, j'arrive aux trois quarts du livre, voire à 80%, et je n'ai toujours pas la fin. Et en fait, ça me permet d'être dans une espèce de, pas une insécurité, parce que c'est quand même un grand mot, mais enfin, j'ai l'obligation dans ce cas-là d'être très immergée dans mon histoire et d'être constamment en train de penser à mes personnages, sinon voilà, je perds le contact. Et donc, voilà, j'ai besoin de ça. Euh, et puis, sur le reste, tout dépend enfin, du roman, en fait. Un Si petit oiseau, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire. J'écris tous les jours à peu près, sauf quand je dois m'arrêter. Donc, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'ai écrit la moitié du roman et puis, en fait, à la moitié du roman, je me suis dit, ça ne va pas, mais je n'arrivais pas à trouver ce qui n'allait pas. Et donc, je me suis arrêtée pendant 3 mois jusqu'à trouver ce qui n'allait pas.
qui était que j'avais écrit à la première personne et qu'à la première personne, Abby, elle est tellement en souffrance, elle a tellement mal que elle geignait beaucoup et que ça n'allait pas. Et donc, j'ai mis à distance en passant à la troisième personne. J'avais un problème de narration. Une fois que j'ai résolu ce problème, j'ai tout réécrit et du coup, écrit la suite. Ça fait à peu près D'accord. Très bien. Florence, sur ces questions des habitudes d'écriture, vous qui avez justement un peu de recul et des façons de différents genres, donc entre le documentaire et le roman, voilà, est-ce que pour autant il y a des habitudes qui perdurent sur le lieu, on en a parlé, mais sur le temps aussi et sur le temps que vous y consacrez et la régularité? Alors la régularité, elle est essentielle. Et moi, comme Marie, je m'arrête que quand je suis obligée. En général, je suis obligée parce que je me déplace pour aller, par exemple, à des salons ou à des rencontres. Il y a une grosse différence pour moi entre le documentaire, dont toute la matière première, elle existe déjà, indépendamment de moi. Quand j'écris sur l'économie ou la politique, ça existe. Et mon travail, c'est de le rendre. On ne vous entend plus. Est-ce que là, c'est mieux? Là, votre travail, c'est de le rendre compréhensible par d'autres, par des gens jeunes, par exemple, leur faire comprendre de la politique ou les relations internationales. Donc là, mon travail, c'est d'absorber tout ça et de le recracher sous une forme voilà, intelligible, compréhensible. Et ça, je peux le faire de 9 h du matin à 18 h le soir, il n'y a pas de problème. C'est mes habitudes de travail de journaliste, on va dire. Quand j'écris de la fiction, ça n'existe pas en dehors de moi. Donc, il faut que je le produise au fur et à mesure. Et là, c'est autre chose. Il y a ce temps de digestion dont parlait Marie, c'est comme une source. Il faut que je mette mon seau sous le bec de la source là et que je le remplisse au fur et à mesure avant de pouvoir écrire. Donc que j'éprouve, que je sente, que je laisse mûrir, etc. Et donc quand mon rythme idéal, c'est de me lever le matin, ou pas de me lever d'ailleurs, de travailler dans mon lit avec une énorme théière et d'y rester jusqu'à 13 ou 14 heures sans téléphone, sans rien, et de pouvoir écrire là pendant 5 heures. Et puis après, je vais faire complètement autre chose. Je sors, je promène mon chien, je jardine, je passe l'aspirateur, je fais n'importe quoi d'autre. Et voilà. Et ça c'est merveilleux. C'est le rythme idéal, ça. Oui, je retiens une bouteille au fond de son lit avec la théière. C'est assez étonnant. Je suis pas certaine que vous puissiez adopter ce rythme. Ah non. Non. Moi, pour l'écriture, je suis frustrée parce qu'en fait, ça vient après tout le reste. Donc, j'écris beaucoup dans ma voiture parce que c'est là où je suis toute seule. En fait, quand j'écris, c'est dans ma tête. Je déroule mon histoire, je pense à mes scènes, je réfléchis, etc. Beaucoup dans ma voiture parce que je suis sans mes enfants, sans mes élèves. Donc, c'est un bon moment. Et voilà. Et après, en fait, j'écris quand je peux. C'est-à-dire, et là, du coup, contrairement à Marie, je peux écrire partout parce qu'en fait, alors bien sûr que je préfère être dans mon bureau, c'est l'endroit où je suis le mieux, mais je peux écrire entre deux cours parce que j'ai une heure de pause, entre midi et deux, dans la salle des profs sur un bout de cahier. Voilà, dès que je peux, je fixe pas mal de choses. Et contrairement à Marie, moi, je réfléchis vraiment à l'ensemble de mon histoire avant de commencer à écrire, même si ça évolue vachement dans le temps de l'écriture, mais j'ai besoin de ça pour savoir où je vais en fait. Pour l'instant, je pourrais pas écrire comme Marie dans le flot de l'histoire, même si j'imagine bien qu'elle a quand même, elle sait un peu où elle va, mais voilà, moi non, il faut que ce soit construit. D'accord. Très bien. Alors, on reviendra en fin d'entretien sur des questions comme ça, un peu des questions croisées sur votre appréhension, encore une fois, du métier d'écrivaine. Pour l'heure, j'aimerais que l'on entre plus précisément dans le vif de chacun de vos livres. Et je vais commencer avec vous, Florence, avec ce gang des vieux schnocks que vous avez publié aux éditions Gallimard, donc qui est lui aussi
en lice pour le prix ado. On va retrouver encore cette histoire, cette question de l'inspiration, mais là plus précisément. Donc, le collège Roquebleu, Camille du collège Noël du Fail, le collège Malherbe, vous demande ce qui vous a inspiré pour cette histoire du gang des vieux schnocks. Si c'est une histoire réelle, ou si vous êtes aussi inspiré de la bande dessinée Les Vieux Fourneaux de Lupano et Koé, pardon. Voilà, sur cette question précisément de l'inspiration. Ah. Bon, je n'ai pas entendu la fin de la question, mais je crois que je vois l'idée générale. Alors, la fin de la question, c'était est-ce que vous vous êtes inspiré de la bande dessinée Les Vieux Fourneaux? Alors, non, j'ai commencé à travailler sur ce livre. Il sortait leur premier tome et je l'avais pas encore lu. Donc, on a eu ensemble un élan vers les vieux, en fait. Et moi, j'ai trouvé mon inspiration très, très près de moi parce qu'à l'époque, j'habitais dans un quartier de Toulouse très populaire, habité par des personnes âgées. Et j'avais un chien, j'ai toujours un chien, mais il fallait que je le sorte 3 fois par jour. Et donc, 3 fois par jour, je faisais le tour de mon quartier avec mon chien et je voyais des personnes âgées, des vieilles dames, des vieux monsieur. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé par se dire, il fait beau aujourd'hui. Et puis, le temps a passé et à force de se rencontrer, on a fini par avoir des grandes conversations debout sur le coin du trottoir. Donc, les promenades du chien, elles duraient 2 heures à la fin. Et j'ai découvert, je le savais parce que j'ai eu des grands-parents avec qui j'ai beaucoup parlé, dont j'ai eu la chance de beaucoup profiter très longtemps. Mais en fait, les vieux, c'est des gens comme nous. Simplement, ils sont vieux et surtout, ils ont plein d'histoires à raconter. Ils ont des vies derrière eux. Et ça, c'est génial. Et donc, j'ai appris plein de choses sur la guerre, Donc, mes personnages, ils sont inspirés directement de ces gens que j'ai rencontrés. Et comment vous est venu, ça c'est Camille qui vous le demande, et le collège Malherbe, comment vous est venue l'idée de mélanger les générations? Là, vous y en avez répondu en partie. Et voilà, donc l'idée de mélanger les générations, parce que vous auriez pu en rester à ce gang. Il a fallu que Jules arrive. Ben, oui, parce que, comme Marie disait, on commence à nous mettre cases, les vieux, les jeunes, les ados, les machins, les 6-8 ans, faut les plus de 70 ans. Faut arrêter avec ça. On est tous des gens. Et plus on se rencontre, et plus on s'enrichit, et plus on se confronte, et plus on a des choses à se dire, et plus on est heureux, je pense. Enfin, plus on est riches les uns des autres. Et c'était ce qui m'intéressait, c'était justement le choc des cultures moi je vois entre ma mère et mes enfants quand elle a un problème sur son téléphone, la façon dont il lui explique les trucs, à la fin elle y comprend toujours encore moins qu'au début parce qu'ils ont employé plein de mots mais au moins ça marche et elle s'en fout en fait de l'explication, mais ça marche. Et ça, c'est voilà, ils lui ont apporté ça et en échange elle leur apporte des tas d'autres choses et il faut qu'on se parle. Alors, moi, j'aime les vacances parce que pendant les vacances, on voit des enfants dans les rues. Et je trouve qu'on vit dans une société sans enfants. Et j'aime voir les enfants marcher dans les rues, dans les magasins. Et voilà, on enferme la jeunesse et on enferme les vieux dans les EHPAD et les jeunes dans les collèges. Et finalement, quand on se balade dans les rues, moi, j'ai la chance de pouvoir sortir de chez moi aux heures où les salariés sont coincés. Mais il n'y a que des gens comme moi et ça, c'est pas normal. D'accord. Laissons-nous circuler les uns les autres, en fait. Oui, et puis parlons. Il y a des expériences extraordinaires d'EHPAD qu'on a mis à côté d'une maternelle et pendant la récré, les enfants vont voir les papis et les mamies. Et tout le monde est content de ça. Oui, oui. Et vos 4 vieux schnocks, moi j'aimais bien la horde des vieux, hein, ça me plaisait beaucoup comme nom, mais vos 4 vieux schnocks sont là aussi pour montrer il n'y a pas un seul vieux, une seule vieille, c'est aussi, vous les avez travaillés dans leur diversité. Oui, aussi parce que j'avais des différents et qui reflètent justement des aspects
c'est des gens, ils sont aussi différents que nous sommes nous tous. Et puis c'est plus amusant d'avoir des personnages bien caractérisés. C'est un côté caricatural, mais en même temps, voilà, ils incarnent quelque chose. Et d'ailleurs, le Collège Malherbe vous demande si vous aimeriez plus tard être une personne âgée indigne, comme vos Oui, Schnock. Oui? oui, j'y travaille. Je travaille à mon indignité, Bon. qui est en fait une dignité, qui est en fait la dignité de la personnalité, le droit d'être quelqu'un. Les gens dans les EHPAD, tous ceux qui sont morts là, c'est des gens, c'est des quelqu'un qui ont une vie, qui ont été le frère, le père, la sœur, la mère de quelqu'un. Ils ont des vraies vies. Et oui, ils existent réellement. Alors, Camille vous pose une question, mais aussi vous donne son point de vue sur ce livre. Camille du Collège Noël du Fail vous dit, ce livre mélange beaucoup d'émotions. On a beaucoup ri et beaucoup pleuré. Voilà, donc ça, c'est son sentiment. Et comment faites-vous pour réussir à toucher autant les lecteurs? Ben, je sais pas, c'est la façon Alors, incurable. ça s'est interrompu un instant. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse, s'il vous plaît? Oui, je dis que je crois que c'est la façon dont je vois le monde. Je suis une incurable optimiste qui pense que là, on va vers un autre monde bien meilleur, puisque tout le monde a compris qu'il y avait plein de choses qu'il fallait arrêter de faire et qu'il y avait plein de choses qu'il fallait se mettre à faire. Et donc, voilà, moi, je crois ça. Et, et en même temps, la vie, c'est la mort. Et donc, elle est là et il faut en tenir compte. La vie, c'est la souffrance. La vie, c'est la violence. Et voilà, on peut pas vivre à moitié. On peut pas vivre que le bon. Il faut vivre aussi le mauvais. Et il faut savoir y faire face avec courage. Et c'est ça que j'ai. Du coup, ça me provoque des émotions. Et ces émotions, j'essaye de les transmettre avec des petits signes noirs sur du papier blanc autant que je peux. Eh bien, écoutez, selon Camille, c'est tout à fait réussi et je pense qu'elle n'est pas la seule à le penser. Et d'ailleurs, Louane du Collège Saint-Yves vous demande, je crois qu'elle attend, est-ce qu'il y aura une suite au gang des vieux schnocks? Alors, moi, ma crainte dans cette histoire, c'est qu'ils se mettent tous à mourir les uns après les autres. Parce qu'ils sont vieux quand même, ils sont très vieux. C'est vrai. Non, mais bon, Et à l'enterrement de Rosémée. oui, ben moi aussi. Hein. Mais je vais réfléchir, je vais réfléchir. Ils doivent pouvoir survivre peut-être le temps de quelques aventures. Eh bien, tout ça est Moi, mais ouais, je me suis dit qu'ils pouvaient peut-être monter un groupe de rock. Ah, bien. Alors, écoutez, on va suivre ça avec attention parce que justement, ben, ça promet de déménager, je dirais. Merci, merci Florence Tinard. Donc ça, c'était pour le gang des vieux schnocks que vous avez publié chez Gallimard et qui est lui aussi qui est en lice pour ce prix ado. Je vais me tourner vers Marie Pavlenko, excusez-moi, pour un si petit oiseau que vous publiez aux éditions Flammarion et qui est également en compétition pour le prix ado que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, tout d'abord, là, on va retrouver une tonalité plus sombre, plus difficile, hein, puisque je rappelle l'histoire qui est celle d'Abby, une jeune fille qui, à la suite d'un accident, se retrouve amputée d'un bras et dont on peut dire qu'elle va peu à peu reprendre goût à la vie, à son existence, après un passage, on s'en doute, très difficile avant de pouvoir accepter ce qui lui est arrivé. Alors, le Inès du collège Jacques Prévert, mais également le collège Malherbe, eh bien, reviennent là aussi sur la question de l'inspiration. Donc, d'où vous est venue l'idée de cet accident du personnage principal, comment l'avez-vous construit? Et puis, connaissez-vous une personne qui a perdu un bras ou un membre? Voilà, donc cette question de l'origine du roman est très présente pour démarrer cet échange. Alors, donc la réponse est oui, puisque c'est écrit à la fin du roman. J'aurais jamais écrit ce livre si ma mère n'avait pas eu un accident de voiture et s'était fait arracher un bras. L'accident que je décris
qui est une espèce de prologue, puisque en fait tout le récit s'inscrit 7-8 mois plus tard. Mais l'accident est très similaire à celui que ma maman a vécu, sauf que elle conduisait. Mais ça, c'est le point de départ. Sur la suite, c'est bon, j'ai un peu parlé avec elle, mais surtout de cet accident en fait. Après, c'était des conversations que j'avais avec elle où j'essayais de puiser ce qu'elle me disait. Mais ma mère, elle n'était pas prête du tout à raconter et à parler de ça très ouvertement. C'était très tôt. Moi, j'ai commencé à écrire en 2017, donc ça faisait 2 ans. C'était trop frais. Donc j'ai beaucoup lu de témoignages. J'ai rencontré quelques mois avant un homme à qui il est arrivé quelque chose d'assez similaire. Et donc, lui, c'était 8 ou 9 ans avant, donc il était très capable de me raconter des choses. Et c'était très intéressant d'avoir un autre point de vue, parce qu'il était plus jeune que ma mère, c'était un homme. C'est lui qui m'a expliqué, qui m'a montré comment il faisait pour lasser ses chaussures. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, c'est écrire, c'est se glisser dans la peau d'un personnage, donc essayer d'être au plus proche de ce qu'il ressent et de ses émotions. Et puis, voilà, moi, pendant 3 semaines, je me suis mis un bras dans le dos pour voir ce que ça faisait au quotidien. Enfin, voilà, mais sinon, tout est inventé. Je sais que souvent, on me dit, mais Abby, est-ce que c'est votre maman? Bah alors, non, ma maman, elle est plus proche de 70 ans que voilà. Et aucun des personnages n'existe. Bon, ça c'est clair que voilà. Ils sont justement dus à ce travail qui est celui de la romancière. Et justement, pourquoi ce décalage? Alors, vous avez parlé de l'adolescence, donc une histoire arrivée à votre maman que vous transposez à l'adolescence. Euh, Comment s'est fait cette construction? Est-ce que Abby s'est imposée rapidement d'une jeune fille plutôt qu'un jeune homme qui aurait pu aussi y venir? Enfin, voilà, comment se sont construits tous ces personnages à partir de ce point de départ? Et puis surtout, de quel temps avez-vous eu besoin? Vous avez déjà évoqué la question du temps tout à l'heure. Là, vous nous avez dit 2 ans après l'accident. Tout à l'heure, il a été question d'1 an et demi avec une forte interruption. Et voilà, comment tout cela s'est-il mis en place euh, à partir de ce point de départ-là? Donc je crois que je vous ai répondu. J'ai commencé à écrire je crois que c'était début 2017. J'ai commencé à écrire, voilà, tout début 2017. Donc, et j'ai dû finir, oui, mi-2018. Il a fallu 2 ans, mais c'est souvent le cas. C'est pas dû forcément à ce roman. Là, je pense commencer à écrire un autre roman en septembre. Je sais à peu près de quoi ça va parler. Je l'ai en tête depuis 2 ans à peu près. En fait, j'ai besoin. Il faut que j'écrive il faut que je termine ce que je suis en train d'écrire, mais j'ai besoin. Je sais pas, c'est comme de poser quelque chose dans un limon très profond et de le laisser un petit peu prendre ses aises et prendre forme. Et puis il y a un moment où je me dis, tiens, là, je peux peut-être commencer à travailler. C'est un peu mystérieux, mais voilà, il y a cette espèce de grossesse cachée, en fait. Et puis il y a un moment où j'arrive à me mettre au travail. Mais finalement, un petit oiseau, ça a été la même chose. Simplement, très vite, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'une d'une personne jeune, parce que ma maman, elle a eu, alors ça génère d'autres choses, mais elle a eu cet accident à 65 ans. Donc, elle avait une grande partie de sa vie derrière elle. Et être dans le cocon dont on parlait tout à l'heure, de l'adolescence et du jeune adulte, et d'avoir les ailes complètement amputées, comme c'est le cas pour Abby, ça bouleverse l'avenir. Beaucoup, et ça a une forte incidence. Et ça m'intéressait. Et puis une femme, pour plein de raisons. D'abord, j'aime écrire sur les femmes parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit quand même depuis la nuit des temps et que c'est souvent soit des hommes, les personnages principaux, soit des femmes qui sont écrits par des romanciers. Donc c'est très très bien. Mais moi, j'ai envie d'écrire aussi en tant que femme. Et puis, il y a une dimension extrêmement forte, surtout dans notre société,
de rapport au corps et à la féminité. Il me semble qu'un homme amputé et une femme amputée, ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y avait aussi cette dimension-là à explorer, du corps abîmé. Et donc, elle est où cette féminité? Où va se loger la séduction, le désir, etc., quand on est une jeune femme? Voilà. Et ça m'intéressait aussi beaucoup. D'accord, oui. Et puis peut-être juste préciser ce que vous aviez abordé tout à l'heure sur la narration, peut-être rapidement, mais voilà, d'avoir fait le choix de commencer à la première personne, de s'être rendu compte que ça ne marchait pas. Pour autant, il me semble que les extraits du journal intime d'Abby sont peut-être voilà, des choses que vous avez souhaité conserver. Euh, Exactement. voilà, donc cette importance de la narration, quand même, elle a fait ses preuves dans ce roman, vous a valu une interruption de 3 mois. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que quand on écrit, enfin, en tout cas, enfin, oui, ça me paraît logique. On se pose la question de comment écrire. Est-ce que j'écris au présent, au passé? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi? Pourquoi la première personne? Pourquoi la troisième? Est-ce que c'est un faux jeu, comme les premiers Harry Potter, où on est à une personne, c'est il, mais en réalité, c'est un jeu. On est toujours épaule, caméra sur son épaule. Bon, donc, je venais de publier, enfin, j'avais terminé Je suis ton soleil en juillet 2016 et donc j'étais encore très imprégnée de Déborah, je pense. Et donc j'ai tiré ce fil, mais ça n'était pas adapté. Que si je passais à la troisième personne, je pouvais aller me loger par intermittence chez le père, chez la mère, chez la sœur, chez la tante, et du coup construire peut-être plus facilement aussi la constellation qui a été explosée autour d'Abby et sans que ça phagocyte le récit, voilà, d'aller explorer ces pistes pour montrer quelles répercussions sur ses proches, sur sa famille, etc. D'accord. Très bien. Et enfin, dernière question, est-ce que vous aimez observer les oiseaux comme Abby? Ça, c'est le Oui, collège mais majeur qui le Je, demande. je- mais bien sûr, ben, je les remercie, je leur fais des gros bisous. Oui, j'adore observer les oiseaux. Je pense que c'est une des choses les plus précieuses pour un humain parce que ça rend humble. Les oiseaux on les a à côté de nous, on ne sait pas du tout ce qu'ils font et en fait, quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que c'est des êtres merveilleux et exceptionnels. Euh, qu'on est très absorbé dans ce qu'on voit et qu'on s'oublie et qu'il y a une espèce, on est un peu happé comme ça dans la nature et dans des choses qui sont essentielles. C'est la vie, la mort, la survie, comment se nourrir. Euh, et je pense que si tout le monde le faisait, on n'en serait peut-être pas là. C'est-à-dire, voilà, de se décentrer un peu d'explorer toute la beauté qu'il y a autour de. Bien. Bon, eh bien, écoutez, sur cette belle ode à l'ornithologie que nous allons momentanément clore cet échange. Merci Marie Pavlenko pour nous avoir parlé de Un si petit oiseau que vous publiez aux éditions Flammarion Jeunesse. Et je me tourne à présent vers Aurore Gomez pour L'espoir sous nos semelles qui a paru aux éditions Magnard. Euh, alors là aussi, on va commencer par cette question de l'inspiration avec une question de Chloé du Collège Saint-Yves. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je la trouve originale et je voudrais savoir où vous avez trouvé l'inspiration. Et puis, Camille du Collège Jacques Prévert vous demande si vous êtes sportive vous-même. On va tout savoir. Et le Collège Malherbe vous demande aussi plus précisément si vous participez si vous pratiquez la marche à pied en montagne et si vous avez participé à un trek comme celui du Ponwal. Je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs le nom de ce trek dans lequel vous lancez votre héroïne Juno pour décrocher une somme d'argent qui lui permettrait de tirer sa famille de la misère. Voilà, donc sur cette question de l'inspiration, d'où vous est-elle venue précisément pour ce trek infernal? Alors, je vais déjà répondre à la première question. Est-ce que je suis très sportive? Moyennement sportive, hein. Ça va nous ôter quelques complexes, c'est très bien, merci encore. En fait, j'ai habité un temps en Haute-Savoie, donc j'ai fait pas mal de rando en montagne qui me faisaient beaucoup râler parce que voilà, je suis moyennement sportive. Par contre, j'adore la montagne. Je vais beaucoup en Corse en montagne et donc voilà, j'adore. Mais je râle vite parce que j'ai mal aux jambes, j'ai des courbatures, etc. Donc voilà, on peut dire que j'ai jamais fait de trek comme mon personnage, hein. J'ai marché grand max 4 jours.
Donc voilà. Après, pourquoi, d'où ça m'est venu en fait. Par contre, j'adore la montagne et puis j'adore les récits de voyage, les récits de marche. Je trouve que bah, la nature, elle apprend beaucoup de choses sur soi en fait. Et voilà, il y a eu un temps où je lisais énormément de récits de voyage et notamment bah, Wild de Cheryl Strayed puisqu'elle fait un énorme trek et un autre livre qui s'appelle Ungalak, la quête sauvage de Kim Hafez. Donc lui, il part de Montréal au Québec et il remonte toutes les rivières en kayak jusqu'au cercle polaire arctique. Et en fait, ça m'a fait, je me suis dit, waouh, waouh, faire un truc comme ça, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, et si on mettait un ado ou des ados, des jeunes adultes face à des conditions comme ça où il faut se dépasser, où il faut aller le plus loin possible, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, c'est vraiment l'inspiration des venue de là. Mhm. Très bien. Et est-ce que vous vous êtes inspiré d'un trek, d'un concours déjà existant pour inventer ce trek? Parce que votre héroïne passe par beaucoup de lieux physiques très... il y a une forêt, il y a une falaise, il y a une montagne très très enneigée. Enfin, voilà, est-ce que vous vous êtes inspiré d'un trek en particulier ou est-ce que vous avez au contraire constitué une mosaïque? Alors, c'est clairement une mosaïque. Alors, c'est des paysages que j'ai déjà vus, que je connais, ou pas du tout, hein, voilà. J'ai lu pas mal de treks, de randonnées. Par exemple, la montagne enneigée, c'est en partie le Mont Blanc, que j'ai pas fait du tout, hein, mais que j'ai lu, j'ai regardé aussi des documentaires. Et après, c'est vraiment une mosaïque parce qu'en fait, c'était très difficile de poser ce trek sur un parcours réel parce que justement, il me fallait des plateaux, des forêts, il me faut des ours, il me faut des loups, etc. Et ça aurait été trop compliqué de faire quelque chose de réel. Donc j'ai inventé une île qui d'ailleurs était pas mal inspirée de la Nouvelle-Zélande. D'accord. Voilà, mais après j'ai totalement inventé mes paysages, ma végétation, etc. En essayant que ça reste, par contre, je me suis vraiment documentée parce que j'avais envie que ça puisse être réaliste. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, bon, elle peut parcourir tant de kilomètres en tant d'heures, etc., les dénivelés. Enfin voilà, j'ai vraiment réfléchi pour coller auprès de la réalité. D'accord. Et sur l'équipement aussi dont dispose C'est ça. votre Les héroïne? équipements, pour faire fuir les sifflets, pour faire fuir les animaux sauvages, etc. J'ai pas mal lu des choses sur le Canada et ses parcs naturels, etc. Donc, voilà. Mhm. Ou sur l'importance des crampons et des piolets lorsqu'on se rend compte qu'on n'en a pas dans son sac aussi. Parfait. Et alors, juste pour revenir quand même sur le règlement, je me suis pas mal inspirée du règlement du Vendée Globe, en fait, D'accord. pour, ouais, ouais, pour Donc d'un montrer règlement les parti. courtisans, voilà, c'est ça. Même les vidéos, les photos, etc. Donc, j'ai pas mal épluché ce règlement. D'accord. Donc sur l'obligation de poster chaque jour, à Voilà. nuit, voilà. Donc les origines maritimes, puisque votre Juno vient d'un village de pêcheurs, en fait, elles sont revenues dans ce règlement sans qu'on s'en rende compte, on est toujours sur Terre, mais le règlement voilà, inspiré d'une course maritime. Et puis, Jeanne du collège Théophile Briand vous dit que dans L'espoir sous nos semelles, donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Sirius. Donc toujours la question de l'inspiration, vous êtes-vous inspiré d'une personne réelle? Et peut-être qu'on peut aussi poser la question pour Juno. Non, pas vraiment. C'est pas un personnage réel, etc. Après, Sirius bah, encore une n'existe fois, pas. non, après, comme on a dit tout à l'heure sur l'inspiration, sur le fait qu'on avait notre filet et qu'on prenait toutes les choses, ben c'est aussi une mosaïque de choses, enfin, de personnes ou de situations que je connais. Et après, l'idée de Sirius, c'était que, euh, de façon générale, quand il y a un binôme, le garçon, c'est un peu fort, enfin, c'est stéréotypé ce que je vais dire, mais c'est le garçon qui est le meneur, la fille, elle est un peu suiveuse. Voilà. Et là, l'idée, c'était aussi un peu de retourner tout ça parce qu'à la fin, c'est Sirius qui se sent très fragile et très faible vis-à-vis de Juno, etc. Parce que lui aussi, il a vécu des choses dures, il a donc notamment été amputé. Donc voilà, c'était retourner un peu enfin, redistribuer les cartes pour que Juno ait
vraiment son rôle d'héroïne jusqu'au bout, quoi. D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour donc cet échange sur concernant l'espoir sous nos semelles. Je vois que le temps tourne, donc nous avons déjà passé du temps, mais très agréablement ensemble. Simplement, nous arrivons bientôt au terme de ces échanges. Je vais vous poser quelques questions un petit peu pêle-mêle pour voilà pour revenir à quelque chose de plus croisé entre vous, notamment et peut-être en pensant à ce livre en particulier. Et très rapidement, pouvez-vous nous dire à quel moment vous estimez qu'un livre est terminé? Quand est-ce qu'on arrête une histoire? Parce que voilà, l'imagination continue de travailler. Le trek aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Voilà, on aurait pu connaître la suite de l'histoire entre Abby et Aurel. Enfin, bon, le vieux choc peut-être une suite, mais quand est-ce qu'on termine une histoire? Qui souhaite répondre à cette question qui vous est posée par, je vais retrouver, le Collège Malherbe. Quand savez-vous qu'un livre est terminé? Allez, moi, je peux commencer à répondre parce que euh, dans mon livre, il y a le trek et puis il y a l'épilogue où on revient après le trek, on finit l'histoire. Et cet épilogue, au début, il était très très long. En fait, c'était presque une deuxième histoire parce que n'était pas clos si rapidement, etc. Et c'est mon éditeur qui m'a dit l'histoire, cet épilogue, il faut le resserrer parce il était vraiment trop long. Donc moi, j'aurais bien continué mon histoire, je l'aurais développé, etc. Et je pense qu'ils avaient raison de vouloir faire quelque chose de plus rapide à la fin. Donc moi, je trouve que c'est pas toujours facile de finir. Moi, j'aimerais bien passer plus de temps avec mes personnages. Je sais pas. Je crois que je suis pas incapable de répondre à cette question. Je peux dire quand est-ce que j'ai fini d'écrire. Ça, c'est sûr. J'ai fini d'écrire quand je ne supporte plus mon texte et que je peux plus le voir en peinture et que parce que je le connais par cœur. Donc ça, c'est facile. Euh, mais sur l'histoire, non, je suis pas capable. Je suis désolée. Oui, mais ça peut C'est rester. là où vont les personnages, en fait. Où est-ce qu'ils vont et à quel moment. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien ne pas les enfermer. Je pense, je suis en train de réfléchir aux fins. Ah non, non, le désert disparaîtra. Si, si, il y a une fin ouverte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je mets des choses en place à la toute fin, euh, mais je ne clôt pas. Je leur laisse voilà, une grande porte ouverte. Je crois que j'ai besoin de ça, en tout cas. D'accord. Et vous, Florence, quand est-ce qu'on termine? Quand est-ce qu'on sait que c'est terminé? C'est à moi, puisque Oui. d'accord, pardon. Euh, moi, quand je commence, j'ai une idée de là où je voudrais aller. Et il y a un moment donné, je sens que j'y suis arrivée. Et puis après, je pense, enfin, pour moi, il y a le facteur temps qui rentre en jeu. C'est qu'à un moment donné, il faut que je passe à autre chose. Parce que je suis désolée d'insister là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'est quand même pas très bien payé. Et donc, à un moment donné, je peux pas passer trop de temps sur mes textes. Alors, j'espère que je ne bâcle pas, mais je fais aussi bien que je peux dans le temps que je sens qu'il est possible d'y consacrer. Et à un moment donné, il faut que j'écrive autre chose, un documentaire, une autre histoire. Et voilà, c'est plus un espèce de ressenti. Et après, quand je les relis, je me dis, oh, j'aurais pas dû mettre ça comme ça, j'aurais dû mettre ça comme ça. Et ça. Ah, ça s'est un petit peu interrompu sur la fin. Donc, vous disiez que, voilà, à relire, parfois, vous disiez que vous auriez dû finir autrement. Je me dis, oui, alors je me dis, mais c'est des petites choses, hein, j'aurais pas dû mettre cette virgule là, là j'aurais dû, nanani, nana. Bon, des petits trucs de la petite cuisine qu'il y a que peut-être que moi qui vois. Mais c'est vrai que si j'y avais passé 6 mois de plus, j'aurais pu mettre la virgule au bon endroit peut-être. Mais tant pis, voilà, c'est fait, puis c'est comme ça. Donc pour moi, c'est un ressenti plus qu'autre chose. D'accord. Et d'ailleurs, vous répondez au passage au collège de Roquebleu qui demandait si vous étiez toujours satisfaite des livres que vous aviez écrits. Mais voilà, j'imagine que il peut y avoir là, en l'occurrence, vous nous dites qu'il peut y avoir des regrets, mais voilà, c'est sur le moment. Des regrets mineurs parce que sinon je les donne pas à lire à mon éditeur. Euh, En fait, je suis surtout contente de les avoir faits. C'est pas tellement comment ils sont faits, mais c'est de les avoir faits.
C'est vrai, c'est déjà immense. Et puis, il y a une question qui m'a beaucoup fait rire, et là, je vais vous demander d'y répondre vraiment, d'y répondre très franchement. Je crois que c'est le Collège Malherbe ou Chloé de Saint-Yves qui vous le demande, mais est-ce que vous êtes insupportable quand vous n'arrivez pas à écrire? J'aime beaucoup, beaucoup cette question. Ah non, je suis parfaitement supportable de la nuit. Je ne vois pas de quoi il est question. On y reviendra peut-être plus tard, Florence. Marie, êtes-vous insupportable quand vous n'arrivez pas à écrire? Alors, c'est pas quand j'arrive pas à écrire, c'est quand j'écris que je suis insupportable, c'est-à-dire tout le temps. Non, alors, il y a deux choses. C'est quand j'ai passé une journée où j'ai pas bien travaillé, où j'ai pas réussi, où je me sens pas pleine d'avoir écrit, je suis pas bien. Et donc, je suis pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a aussi les fameux moments où je parlais tout à l'heure, où en fait, j'arrive avec mon texte, et puis là, je sens qu'il faut que je laisse reposer parce qu'il y a une espèce de... C'est pas l'angoisse de la page blanche du tout, mais j'arrive à un moment où, voilà, il y a encore besoin de maturer. Et bon, ça, il faut pas que ça dure trop longtemps, c'est pareil. Mes enfants souffrent beaucoup du fait aussi que, comme je disais tout à l'heure, je suis très immergée dans le texte et que donc, bah, je peux être en train de parler avec eux, les aider à faire les devoirs, etc. Et puis je leur dis stop et hop, je vais noter un truc. Bon. Donc en fait, je suis pas là à 100%. Et je pense que c'est pas D'accord. toujours super. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie de votre franchise. Et vous, Aurore, vous êtes insupportable parfois, que vous écriviez ou que vous n'écriviez pas alors, mais toujours en lien avec l'écriture? Alors oui, je pense que comme tout le monde, je suis parfois insupportable. Après, dans l'écriture, un peu comme Marie, il y a des moments où j'ai du temps. Je pourrais me dire, je vais avancer, je vais bien avancer, etc. Et puis finalement, ben, dans ma tête, il n'y a pas les choses qui se mettent en place. Donc en fait, je perds beaucoup de temps. Enfin, moi, je raisonne toujours souvent en temps, en fait. Et alors là, ouais, je suis vraiment déçue de moi, je suis frustrée, je me dis, j'ai perdu 2 heures, c'est horrible. Voilà. Et avec mes enfants, c'est pareil. Des fois, je travaille avec eux tout en réfléchissant à mon roman. Et en fait, je suis pas du tout dans ce que je fais, mais bon, ils font avec. Voilà. Et on essaye comme ça de concilier la vie familiale et la vie d'écrivaine aussi bien que l'on puisse. Euh, alors, quelques questions, voilà, pour clore. Alex vous demande si vous aimeriez que vos livres soient adaptés à l'écran. Voilà, rapidement, oui, non. Voilà, Aurore, peut-être, voilà, est-ce que l'espoir sous nos semelles, bientôt sur vos écrans? Ben, en fait, j'aimerais bien. Je pense qu'après, enfin, j'imagine qu'il faut savoir faire le deuil finalement de notre vision et qu'on passe finalement le témoin à un autre créateur en fait. Donc, je pense que c'est peut-être parfois, moi, quand j'écris, je vais beaucoup sur Pinterest. Je fais des tableaux, je vois mes personnages, je vois les lieux, etc. Donc, je pense que peut-être je serais étonnée, voire déçue. Mais je pense que voilà, c'est vraiment passage d'un témoin. Ce serait pas moi, ce serait quelqu'un d'autre. D'accord. Mais oui, Marie, sinon, j'aimerais bien. Marie, vous avez déjà travaillé sur des scénarios. Oui, j'ai travaillé sur des scénarios. Ben, moi, le tournage de Je suis ton soleil devait commencer le 15 mars. Quelle bonne date. Donc voilà, donc je pense que la Scoomoun dont est victime Déborah a tendance à légèrement déborder dans ma vie. Non, voilà, donc j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, je pense que c'est à la fois très bien parce que évidemment ça fait connaître les romans et c'est extraordinaire. Je trouve que c'est très agréable de voir vivre quelque chose qu'on a imaginé parfois en chemise de nuit dans son lit. C'est quand même assez génial. Après, je crois aussi qu'il faut vraiment prendre de la distance parce que c'est une superposition de subjectivité et du coup, ça nous échappe. Donc, voilà, faut être un peu. Ça ne vous appartient plus tout à fait de la même façon. Et vous, Florence, peut-être, voilà, Oui, Gisèle à l'écran. ah oui, oui, moi je suis pour. Mais je pense que ça fait un peu le même effet que quand on a un dessinateur qui illustre. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs récits illustrés et tout d'un coup, voir les images que quelqu'un d'autre a dans la tête à partir de ce que j'écris, il y a toujours un moment où ça me déstabilise. Il me faut du temps pour m'y habituer. De voir les têtes qu'on a mis à mes personnages, par exemple, alors que c'est pas celles que moi j'avais dans le crâne. Mais bon, c'est normal. En fait, ce phénomène
où on livre quelque chose, il se passe tout le temps. Chaque lecteur fait ses images dans sa tête, fait des voix, fait des décors, etc. Sauf qu'on ne le voit pas, nous. Effectivement. Et enfin, pour terminer, je vais vous demander à toutes les trois, je vais vous poser la question de Cathy du collège Jacques Prévert qui vous demande, allez, un dernier livre que vous ayez lu. Et puis, je crois que c'est le collège Malherbe qui demandait ce que vous étiez en train d'écrire actuellement. Donc, très brièvement, parce que voilà, notre temps imparti est arrivé à son terme. Un dernier livre que vous ayez lu, donc un conseil lecture pour Cathy. Et puis, voilà, peut-être un petit flash sur quelque chose que vous êtes en train d'écrire. Florence, Quel âge elle a, Cathy? elle est au collège, mais je ne sais pas précisément. Bon. Alors, moi, je lui conseillerais bien l'Assassin Royal, parce que c'est ce qui m'a le plus éclaté là, ces dernières années. Bon, c'est un très très gros pavé, puis il y en a 10 derrière, mais c'est une histoire de fantaisie absolument merveilleuse par une auteure qui s'appelle Robin. Et c'est vraiment, c'est un homme qui entend parler les animaux et qui devient tueur à gages pour un roi. Bon, c'est un petit peu raide de temps en temps, mais vraiment, il y a des dragons, il y a des, ça m'a emporté pendant des mois. Alors, bon, voilà. Si elle a envie de tenter l'aventure. Et qu'est-ce que oui, je suis en train d'écrire. Alors, je suis plongée dans l'Égypte antique et ça fait des mois que ça dure et je me demande encore combien de mois ça va durer. Oh, très bien. Eh bien, c'est la diversité dans tout son éclat. Aurore Gomez, un conseil lecture pour Cathy et puis nous dire ce sur quoi vous travaillez. Alors, pour le conseil, le dernier tome, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos, parce que moi, j'ai vraiment aimé cette saga et je viens de finir le dernier tome. Donc, voilà. Et oui, je suis aussi en train d'écrire un troisième roman et c'est plus une histoire d'amour. Oh, joli, très bien. Eh bien, écoutez, on attend ça. Et pour vous, Marie Tenko? Alors moi, je viens de finir un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très facile à lire et qui est un beau livre sur la liberté, la solitude et les femmes. Ça s'appelle Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est paru au Seuil il y a quelques mois. Et c'est un très, très, très beau livre. Je pense que tout le monde devrait le lire. Et sur l'écriture, alors je termine cette semaine une nouvelle pour un roman et je réécris mon prochain roman qui va paraître je ne sais pas quand, probablement entre janvier et mars, mais qui a de la littérature générale. D'accord. Donc, pour adultes. Très bien. Merci beaucoup à toutes les trois. Il restait encore quelques questions, mais voilà, vous y avez répondu dans le fil de nos échanges. Vraiment un grand merci pour vous être prêtée au jeu, pour avoir été présente pour voilà, cet échange autour du prix ado qui donnera envie peut-être de relire, de se replonger dans vos univers si singuliers qui sont très différents les uns des autres. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, pour vous, les adolescents, donc je rappelle qu'il faut rester en ligne parce que dans quelques instants, dans une demi-heure, le nom du ou de la lauréate du prix ado 2019-2020 va être annoncé en ligne. Donc, restez sur le site du prix ado. Et ensuite, cette révélation sera suivie d'un échange vidéo avec justement le lauréat ou la lauréate. Et quelques instants après, nous aurons la liste parce que le prix ado, ça continue en 2020-2021 et donc vous aurez la liste qui va être révélée des ouvrages qui seront en lice pour le prochain prix ado. Donc voilà, pour satisfaire toutes les envies dévorantes de lecture et les derniers mois nous ont montré à quel point c'était précieux. Eh bien, ne décrochez pas et restez sur notre page Facebook. Merci Aurore, merci Florence, merci Marie, merci à tous les ados qui ont participé et bonne lecture à toutes et tous. À bientôt. Estelle. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir.